tout là. Il n'y a même pas besoin de demander le silence. Oh. Et avant tout, avant que j'oublie, je tenais à remercier notre camarade Henri Tamar, qui nous a mis une fois de plus à disposition de la salle Mini Abou Jamal, qui en soi, pour la soirée qu'on va se donner, est déjà tout un symbole. Donc déjà, grand merci. On va s'en débarrasser. Alors donc, c'est pas exhaustif, mais ce que je vous propose, c'est qu'une fois que j'aurai fini de dire quelques mots, c'est qu'on se donne tous ensemble tous les instants possibles. Si on gratte un petit peu plus du côté de la haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, soit la HALD, comme on l'appelle souvent, il nous est dit que les discriminations à l'emploi arrivent en tête, suivi de l'accès au logement ou à différents services tels que les transports, les discothèques. L'origine pour ces discriminations est le plus souvent évoquée, est le plus souvent évoquée, à près de 40%, suivi de la maladie ou du handicap, du sexe et de l'âge. Alors on peut le voir, soit on en est victime, soit on connaît des gens qui en sont victimes. Une discrimination finalement provoque tension et souffrance. Et plus grave aujourd'hui, c'est qu'elle s'imprime même dans des modèles de société, où malheureusement les inégalités deviennent la règle, où la dignité de chaque individu n'est plus respectée, quelle que soit son identité, son apparence physique, la couleur de la peau, l'endroit où l'on vit, le handicap, le sexe ou l'orientation sexuelle. Ou alors refuser à ces mêmes parents un titre de séjour sans raison valable. Ou alors, c'est encore connu, la violence physique d'un homme envers une femme. Ou la stigmatisation d'un quartier, d'une ville ou d'une population. Et en Seine-Saint-Denis, on est bien placé pour savoir que déjà tous les économéniciens n'ont pas forcément vu de l'extérieur la meilleure des images, soit la plus grande des discriminations, parce qu'elle touche pas d'un million de personnes. C'est agir contre les discriminations que subissent des femmes, des hommes, des jeunes, notamment en Seine-Saint-Denis, pour accéder au logement, à l'emploi, à la formation, au savoir, aux soins, à la culture. C'est une question de droit, des droits qui permettent tout simplement de vivre. Autant faut-il qu'ils soient les mêmes pour tous et toutes, et ainsi développer l'égalité comme une exigence du vivre ensemble, car n'est-ce pas le but que l'éradication des discriminations vivre dans une société de pleine égalité, qui est le thème de la soirée à laquelle vous allez assister ce soir. Je dirais par la droite, Eliane Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis, Nathalie Vasseur, secrétaire de la section TCF de Drancy, et aussi Abdel Sadi, conseiller général de Bobigny, qui est accompagné de Karine Picard-Miles, et qui seront donc les candidats présentés par le PCF et les citoyens de la gauche antilibérale et populaire pour les prochaines législatives. On n'avait pas prévu des choses comme ça. Je vais essayer de faire le mieux que je peux avec mon à moi. Aujourd'hui, on est le 21 mars. C'est le jour du printemps. Une bonne nouvelle, Nicolas Sarkozy va quitter le gouvernement. Et on sait aussi le journée international de la lutte contre le racisme. Et c'est vrai, on a discuté avec les gens du tout, c'est vrai que ça ne fait pas la une des journaux. Alors, c'est le dernier pour lequel j'ai accepté de ce soir, c'est un moment de démontrer, de mobiliser les gens sur ces questions-là, parce qu'on n'arrive pas toujours à faire toute l'année. Et puis, aujourd'hui, c'était aussi, vous me permettrez que je fasse ce petit témoignage, c'était les obsèques officielles de Michel Gras, qui a été inhumé de moi-même, parmi d'autres combats, et qui disait il y a 3 ans, au moment où on rappelait avec un certain nombre de ses camarades du programme du Conseil national de la résistance, la résistance se conduit depuis au présent. Que cette formule est une très belle formule et que je pense que nous continuerons de
populariser enseignement, je rends un petit hommage tout particulier, puisque c'était une grande dame, une grande simplicité, qui n'a toujours pas, et jusqu'à la fin. Alors je vais peut-être essayer de répondre un petit peu plus directement à la question que François m'avait posée. Bien évidemment, l'organisation comme la nôtre dans ce département, elle est sans arrêt confrontée à la question de la situation du santé. C'est sûrement en ce moment un rythme avec une législation qui laisse de plus en plus de place à l'arbitraire et qui permet encore parfois des situations les plus aberrantes et des comportements aussi de plus en plus aberrants vis-à-vis de ces gens sans papier, comme s'ils avaient choisi de venir en France pour leur bien-être, pas pour fuir soit des conflits, soit une guerre sociale. Aujourd'hui, nous avons jamais un choix, rarement un choix. Et notamment pour la plupart des gens qui vivent dans le département, ce n'est pas un choix. Donc, bien évidemment, les sans-papiers, un groupe marseillais qui était menacé d'expulsion parce que était menacé d'expulsion et qui risquait directement d'aller en prison en Turquie parce qu'il avait passé son papier. Ça faisait plusieurs années qu'il était en France, il a été arrêté. Et il devait être reconduit à la frontière. Et autour de lui, il y a une formidable mobilisation qui s'est créée, d'abord à Marseille, puis en Roissy, puisque les passagers se sont solidarisés des choses syndicales. Et il a été complètement jugé à Bobigny, justement parce qu'il avait refusé d'embarquer. Et le tribunal administratif a cassé l'arrêté d'expulsion et il est venu à Marseille. Je disais, je crois qu'il y a une dimension qui me paraît importante sur le département de la Seine-Saint-Denis, encore plus importante sur le département de la Seine-Saint-Denis, c'est la question effectivement du vivre ensemble, au regard effectivement aussi de nos populations comme tu le rappelais. Et je pense que nous aussi, les élus, on a une part de responsabilité dans le cadre des propos qu'on peut tenir. Tu as rappelé effectivement ceux de Sarkozy, mais quand il exhorte effectivement la France des cathédrales, je dirais, c'est un petit peu ça va dans le même sens, et tu as raison effectivement de le souligner, avec le ministère de l'immigration et de l'identité culturelle. National. C'est pas moi qui me le disais, mais c'est vrai qu'il braconne sur les terres du Front National, quoi. Et ça va pas dans le sens du vivre ensemble qu'on souhaite développer dans nos villes, sur notre département, en tous les cas, ce que nous on prône, ce que vous prenez dans vos actions quotidiennes. Et on a intérêt effectivement aussi à être vigilant, parce que c'est pas des dérapages, hein, c'est volontaire, et on a intérêt effectivement à continuer, comme tu le disais, les batailles sur la question du droit de vote des étrangers. Hein. Je ne reprendrai pas forcément l'exemple de Bobigny. Il y a aussi tout le travail que vous faites sur Drancy, d'une façon générale avec la DEC sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et je crois qu'il faut qu'on soit effectivement vigilant, parce qu'on entend de plus en plus des gens glisser effectivement sur ce terrain-là. Et nous, on a intérêt effectivement à garder toujours ce pacte et continuer à porter ces valeurs dont tu parlais aussi, ces valeurs de solidarité, d'entraide, d'échange et de paix. Hein. Bernard, à Bobigny, il a vu la... Ce que je veux dire, c'est pas le... Je trouve que le mot discrimination, peut-être qu'il a rassemblé des choses peut-être beaucoup plus fortes que ce qu'il peut laisser entendre
pour moi, c'est pas une discrimination, les violences envers les femmes. C'est un crime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'accepte tout à fait le mot discrimination, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que chargeons-le à cette hauteur-là des violences qu'il porte, que ça soit envers les étrangers, que ça soit envers les handicapés, que ça soit envers des préférences sexuelles diverses. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne charge pas ce mot des violences qu'il représente et des souffrances qu'il représente, il me semble qu'on n'est pas en capacité de rassembler suffisamment tous ceux qui en sont victimes et de mener des combats à la hauteur des enjeux qu'ils représentent. D'autant plus, par exemple, si on prend le handicap, le mot handicap, il donne l'idée qu'on a affaire à des personnes inférieures. Or, si on se place du point de vue, chacun d'entre nous, il peut être porteur de handicap divers, invisible, etc. Mais si on se place du point de vue, du côté des personnes qui souffrent de discrimination, de handicap et de ces violences, et qu'on commence à penser les solutions, à réfléchir aux solutions à partir des luttes justement pour lesquelles il faut qu'on soit très nombreux pour répondre à partir de leur point de vue sur la société, alors quand on parle des plus faibles, on règle les problèmes pour tout le monde. International contre le racisme, il est un peu normal qu'on parle des choses qui ont fait effectivement aux actes, au racisme et aux actes racistes qui existent dans notre pays. En termes de discrimination, je suis tout à fait d'accord. S'agissant des femmes, ce sont des violences, ce sont des souffrances énormes, ce n'est pas simplement de la discrimination, ce sont pas, je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait vraiment le traduire, ce sont des violences qui oui, il y a les deux, mais oui, voilà, ce sont des deux, voilà, ce sont d'abord, elles subissent d'abord des souffrances et des violences. Voilà. Et pour élargir peut-être, non, c'est pour ça que je vais tout à fait dans ce sens, mais pour élargir le propos, et c'est vrai qu'on a tendance à parler quand on parle de discrimination, on parle de discrimination en direction des gens de couleurs différentes, d'origines différentes, du sexe, de la préférence sexuelle, et tout ça. Mais une discrimination, c'est pas que ça. C'est aussi tous ces gens à qui on interdit d'avoir accès à un logement. De l'antisémitisme, de la xénophobie, etc. Et puis, alors on voit bien que tout ça s'aggrave dans notre pays. On est dans le débat des présidentielles. On sent bien que les maires, quand on rencontre les populations, les salariés, un certain nombre, ils mettent en évidence un certain nombre de discriminations dont ils sont victimes. Donc moi, ce qui m'inquiète, je vais peut-être m'en arrêter là pour qu'on puisse peut-être détricoter un petit peu. Ce qui m'inquiète, c'est que tout ça a tendance à devenir structurel. Ça s'installe tranquillement dans notre pays. Donc c'est aussi pour ça que je milite pour un changement de société, tout simplement. Hein. Mais je pense que ce serait bien qu'on détricote aussi tout ça ce soir. Capacité vraiment d'avancer de façon progressive. Je pense que c'est quand même important que chacun se réalise, parce que sinon effectivement on sent... et moi il y a aussi une autre chose sur laquelle je voulais revenir, parce que on a parlé, c'est Marie-Christine qui parlait de mémoire et de vérité, mais ça aussi ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on s'attaque. Parce qu'il faut effectivement, d'abord, effectivement, comme le disait Marie-Christine, se battre pour que tous les droits soient respectés. Il faut se battre pour en avoir de nouveaux. C'est important. Mais je crois effectivement que tout ça doit s'accompagner d'un travail sur la mémoire et sur la vérité. Parce qu'on voit bien qu'on assiste aujourd'hui à un travail qui va dans l'autre sens. Et ce travail-là, il n'est pas anodin, il n'est pas dû au hasard. Il est dû au fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui... Moi, je suis désolée, on parlait de Sarkozy. Bon, ce soir, ça va être sa fête, mais quand même, Sarkozy, moi, je me rappelle des bienfaits de la colonisation. Hein, bon, ça, c'est cette année, c'est pas si vieux. Il est allé à Toulon le jour où on fêtait le 45e anniversaire de Charonne. Hein. On a parlé du 17 octobre 61, mais il y a eu Charonne aussi, les manifestations de Charonne. Et nous, ici, à Drancy, on est sensibles, parce que Daniel Ferry était un jeune Drancéen. Et à Toulon, ce soir-là,
lui, il a dit que les historiens se présentaient comme des professeurs de la repentance. Donc, grosso modo, à partir du moment où ce pays essaye de reconnaître son histoire et de reconnaître les pages les plus sombres de son histoire, eh ben on fait de la repentance. Hein, on se flagelle, quoi. Ben, non, ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent nous aider à dépasser et à construire la société, et une société plus juste. Parce que sinon, effectivement, si on gomme d'un trait toutes ces choses-là, comment on va... Et puis, la vérité, eh ben, la vérité, elle est indispensable, parce qu'aujourd'hui, l'arbitraire dont parlait Marie-Christine, il est bâti sur du mensonge, il est bâti sur des peurs. Et la question de l'immigration et de l'étranger, elle est bâtie sur du mensonge et sur des peurs. Et si à un moment donné, on ne fait pas ce travail de réhabilitation de notre mémoire, on ne reconnaît pas, y compris les pages les plus sombres, et qu'on ne fait pas un travail de vérité sur ce qui se passe dans ce pays et ce qui existe dans ce pays, et ben effectivement, on laisse passer des choses et on construit et on laisse s'installer un discours arbitraire. Et effectivement, ce discours, il n'est pas là pour rien, il est là pour qu'on reste bien le nez dans nos affaires, parce que l'égalité des droits, c'est essentiel pour changer la société. C'est essentiel. Capable de faire bouger les choses, parce que non seulement on s'est dit qu'on était forts ensemble, mais en plus on a appris des choses et on s'est approprié des choses, et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, c'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est dangereux pour un pouvoir qui ne veut que rien ne change, parce que ces mêmes citoyens, demain, ils sont capables de faire bouger d'autres choses, ils sont capables d'aller toujours plus loin. Et donc ça, c'est intéressant à travailler, me semble-t-il, quoi. Alors moi, je ne veux pas en dire plus long. Je pense à Henri, parce que tout à l'heure, tu parlais de Khadija, dont le passage au tribunal a été reporté. Alors moi je laisserai Henri en discuter, parce que il devait passer au tribunal aussi aux alentours du 15 mars, je crois, et puis finalement il va passer le 23 avril, donc c'est-à-dire le lendemain du premier tour des présidentielles. Donc je le laisserai parler de ça, parce qu'il fait partie, on a dit qu'il n'y avait pas que des discriminations, que des discriminations liées à la race, mais qu'il y avait aussi d'autres types de discriminations, et je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi pour témoigner de ce qu'ils vivent, et que c'est bien aussi qu'on entende tout ça, parce qu'on a beaucoup de choses à partager et à faire, continuer justement à faire en sorte que le mouvement, on le crée et on l'élargisse, quoi. Soit en termes de droit, soit en termes de comportement qu'on a avec lui, et c'est ça qui fait la différence justement. Par exemple, sur les femmes qui sont discriminées dans la société pour certaines choses, mais après sur les violences, ça relève d'actes individuels, et c'est pour ça qu'il y a une différence avec les violences, et que justement ça nous permet de ne pas se mélanger. Après, ces discriminations, c'est quelque chose aussi qui renvoie beaucoup à des situations de violence. Là, je viens d'appeler, j'ai appelé tout à l'heure un copain à Angers. Ils viennent d'expulser les policiers, une petite fille, une collégienne avec sa mère qui est malade du sida. Ça veut dire que ce genre de discrimination, ça atteint les individus carrément dans leur propre corps, dans leur capacité à être soignés, carrément dans les droits fondamentaux. Par exemple, dans le mois de décembre, mon père, ça fait maintenant 25 ans qu'il habite à Lille. Moi j'ai le droit de vote à 26 parce que je suis arrivé à 5-6 mois. Lui, mon père, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est là. Il ne peut pas voter en France. Voilà, ils se retrouvent convoqués par leur directeur d'école, ils se retrouvent, ils ont des menaces sur leurs notes. Il y a des lycéens qui justement leur a fait des difficultés pour passer l'année suivante, pour passer cette classe. C'est aussi empêcher les résistances de grandir dans la population. Et d'ailleurs, je trouve que à l'exemple du CPE sur justement cette discrimination qui était faite aux jeunes d'avoir un contrat spécifique qui viennent faire qu'ils ont moins de droits
que les adultes, c'est un bon exemple de ça, justement, où on fait une discrimination envers les jeunes, on les précarise pour après précariser toute la société, enlever leurs droits. Les mêmes droits que nous, mais on a des interlocuteurs, on peut se mobiliser, tout ça. Évoluer les mentalités, on va pas faire des manifs devant chacun qui a des préjugés et tout ça. Et là, c'est vraiment un travail, micro-travail au quotidien, et c'est super compliqué, mais il y a vraiment besoin d'y travailler, parce que c'est aussi des petits comportements qui peuvent atteindre dans ce qu'est l'individu. Je vais encore revenir sur moi, mais l'autre jour, j'étais en débat avec un monsieur des responsables des jeunes populaires de Sarkozy, et au bout de 30 secondes de mon intervention, il me fait t'es français ou italien? T'es italien ou français? Comme si on peut pas faire les deux. Et devant tout le monde, devant 400 personnes, il se permet ça. C'est le genre de choses où ça permet de déstabiliser les gens et après de les atteindre dans leur métier. Alors moi, je ne suis pas trop à plaindre, mais il y en a, c'est sûr. Et voilà. Et après, je me pose la question, il y a véritablement des politiques à mettre en place sur les discriminations et justement sur cette égalité des droits. Et je dis dans le Parisien ce matin qu'au Conseil général, il a fait des demandes de subventions sur justement à la HALD pour mettre des politiques contre les discriminations. Et que tous les projets du CG du 93, qui sont pas le département, c'est quand même un département qui subit toutes les discriminations, et ben il n'y a aucun des dossiers de subvention qui vient pour faire les campagnes du Conseil général. J'ai vu ça pas dans le Parisien dans 20 minutes ce matin. Je trouve ça complètement aberrant. Et vraiment. Un scandale sur Drancy, c'est le foyer de la rue Alsace-Lorraine. Alors, pendant 15 ans, j'ai donné des cours d'alphabétisation dans ce foyer, je le connais très bien, et je pénètre souvent. J'ai beaucoup d'amis à l'intérieur. Mais quand on voit les conditions dans lesquelles sont données, je pense que ça fait 37 ans que c'est dans ces conditions. On n'a rien changé. Bientôt un demi-siècle, les gens habitent dans des conditions innommables. Dans une pièce de 5 par 4, ils sont 9. Et là, je vois que, si, j'ai vu qu'on va démolir un des bâtiments. Hein? Mais on n'a rien fait jusque-là. Et là aussi, il y a la discrimination. Ces hommes habitent dans des conditions, c'est pas possible d'habiter comme ça, au point de vue de leur santé. Or, ce sont des gens, vous voyez, j'habite le quartier depuis très longtemps. Parce que, eh bien, nous n'avons aucune gêne par ces gens-là. Ce sont des gens qui travaillent dans la plupart des cas, quand ils le peuvent, parce qu'ils sont souvent en difficulté et perdent leur emploi. Et là, je ne sais pas, je m'adresse aux siens, comme conseil général. Pourquoi? Alors, avec Maurice Linès, on avait essayé de faire quelque chose. On aurait voulu leur donner un habitat ailleurs pour pouvoir démolir. Ça n'a pas été possible. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont des ethnies différentes. Il ne faut pas oublier qu'ils ne s'entendent pas forcément entre eux. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, pour faire l'unité. Et ça date de quoi? Ça date de la colonisation, où la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ont découpé l'Afrique, non pas selon les ethnies, mais selon les gains des militaires qui vivent. On a confié ce foyer au départ à un colonel. Quand on a protesté auprès de lui, à Paris, il a dit, oh, quand j'étais gosse, je me lavais dans le lavabo. Oui, moi aussi. C'est pas pour autant qu'on a fait des salles de douche où il n'y avait pas de porte devant les cabines. Or, il faut le savoir, un noir ne se met pas nu devant un autre noir. Dans l'armée, ça nous a, non, mais nu, je veux dire, pour prendre sa douche, dans l'armée, c'était comme ça, c'est autre chose. Mais c'est curieux d'avoir construit ce foyer dans des conditions pareilles. Dernièrement, des habitants donc, du foyer
pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions, et d'abord pour travailler avec les habitants, avec les gens eux-mêmes. Voilà, nous, je crois que ce qui est important, effectivement, c'est de prendre en compte les situations collectives et individuelles dans le cadre du projet qui est en train de se mettre en place. Moi, je parle de Street Bobigny, mais vous avez raison, on doit aussi s'indigner de ce qui est en train de ce qui se passe depuis des années, d'ailleurs, sur le foyer qui se situe à côté de l'espace culturel. C'est celui-là dont vous parlez. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, d'ailleurs, sur... Vous avez dit qu'il y en avait effectivement deux, comme à Bobigny, d'ailleurs. Oui, on peut dire qu'il était prévu pour 300. Bon, je vais revenir un petit peu dans le temps, peut-être que c'est une façon aussi de rendre hommage à ma famille dans ce domaine-là. Mon père était volontiers au bureau autonome de Bordeaux, et quand il y a eu la guerre d'Indochine, il a refusé de décharger un bateau américain. Donc le port s'est mis en grève, parce qu'il est descendu de la grue, et quelqu'un a refusé de travailler, il a été mis en prison, avec toutes les conséquences que ça pouvait apporter aussi. Et une famille à nourrir, donc plus de travail, plus d'argent en prison. C'était les voisins, moi j'étais pas né à l'époque, mais c'était les voisins qui se mettent à de jour et de jour, porter à manger à mes frères et à ma mère. Donc ça c'est la première des choses, et vous allez voir que ça suit. Parce que moi j'ai deux frères, donc un qui est rentré chez l'ICL à cette époque-là, et dont ce qu'on appelle l'enquête de moralité est tombée, au moment où il n'avait pas encore signé son contrat. Heureusement, la secrétaire qui avait reçu le courrier avait appelé mon frère en me disant bon, qu'est-ce que je fais. Lui, il a répondu ça fait plaisir, mais si c'est remis à la direction, je serai jeté. Enquête de moralité, famille communiste. Elle ne l'a pas fait, il est resté. 2 ans après, c'est un de mes frères qui rentre chez Dassault. Donc là, après a signé le contrat, l'enquête de moralité est tombée, il a liquidé sur le champ. Quand je dis sur le champ, la société Dassault, parce que l'enquête de moralité avait été défavorable. Donc, il avait 19 ans et il s'est retrouvé. Et on remonte dans les générations, vous allez voir que ça suit, parce que bon, il faut aussi savoir que prendre des responsabilités en politique peut aussi vous donner le courage à le faire. C'est pas du tout. Mais mon fils a voulu rentrer dans l'armée. Tout s'est bien passé, ma fille était là, l'a accompagné, a entendu au dernier moment une personne qui lui disait qu'il avait reçu, écoutez, tout va bien, je pense que ça peut aller, mais il y aura une enquête de moralité. Vous pensez bien qu'après ce qu'on avait vécu, on s'est dit, tout le monde s'est dit, bon, ben, c'est bon. Effectivement, il a eu reçu. 2 ans après, c'était mon vie. Donc, mon neveu, le fils de... Mais par contre, dans le travail, c'est complètement d'accord, parce que le travail dans une entreprise privée qui le font, c'est pas facile. Ça ne l'a jamais été. Et comme on n'est pas en plus dans une époque de solidarité, on se trouve vite isolé, à ne même pas oser dire, dans certains milieux professionnels, mais dire. On en est là, c'est ça qui m'embête plus. C'est quand on garde le côté revendicatif, quand on arrive à pouvoir le conserver, c'est bien, mais quand on voit bien en ce moment qu'on est arrivé dans une société où les gens n'ont plus envie de s'afficher. La discrimination, ce qu'on disait plutôt, c'est toi, en fait, c'est banalisé. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus de discrimination. Ah, bah, t'as des idées politiques, elle peut l'assumer. Alors, t'es une femme, c'est normal, si t'as pas le salaire pour elle, c'est comme ça. Hein, c'est ça qui me cause plus de problèmes en ce moment. Qui se disent, comme je suis en colère, que je ne vois pas très bien comment arrêter tout ça, je vais voter Front National. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites. Et moi, j'ai des collègues au judo qui disent pas franchement qu'ils vont voter Front National. Mais je le décrypte. Et je dois dire que je suis assez démunie. Je suis démunie parce que quand on parle de collègue à collègue et que j'essaie de leur mettre sous le doigt les problèmes de racisme, dans le travail, c'est assez drôle parce que il peut y avoir quelqu'un Front National qui travaille en bonne compagnie, en bonne entente, et qui est même très solidaire d'un autre collègue, qui
peut être antillais, qui peut être malade du sida. Je veux dire, il n'y a pas de réticence par rapport à l'individu, mais après, quand on sort de là, je me retrouve avec des frontistes. Et alors, je fais encore pire. Nous, on dit isolé parce qu'on se sent isolé, mais même pour constater. Et c'est pour ça que je parle de raison, parce que comment on peut faire si on se rend compte que j'ai eu du assez d'accord avec ça, on se trouve tout seul, quoi. Il y a une autre idée que je voulais évoquer, c'est quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire contre cette télévision. Moi, je crois vraiment que là, sur le plan des journalistes, sur le plan de la déontologie des journalistes, il y a quelque chose à faire. Parce que c'est pas possible d'ouvrir cette boîte et d'entendre des contre-vérités, comme on les entend aujourd'hui, des contre-vérités historiques et du quotidien. Sarkozy, en ce moment, il remouline l'histoire à une façon, il frappe à dingue, ce mec. Je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais sans arrêt, des contre-vérités. Non, mais bon, il y a des contre-vérités historiques, mais il y a des trucs qui sont complètement, qui sont des détails. Par exemple, il dit, on était 10 000 au Zénith. Et tout le monde sait que le Zénith, il n'y a que 5 000 places. Donc il arrête de multiplier les petits plats de cette façon. Et donc c'est sans arrêt. Sans arrêt. Alors, je sais pas, moi je me dis que il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose vis-à-vis des journalistes qui se comportent comme des navettes avec ces hommes politiques. Ils sont même pas capables de poser des questions critiques. Les habitants de ce quartier ont diffusé la lettre dans tout. Je trouvais que c'était une action citoyenne très très forte, que plutôt que de s'en remettre à d'autres, ce soit les gens eux-mêmes qui décident d'avoir leur propre intervention et pas savoir à leurs voisins, à leurs amis dans leur quartier, la démarche qui était la leur, aussi du pluralisme, mais aussi de la volonté d'avoir un vrai débat d'idées dans le cadre de la campagne présidentielle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Je trouvais que c'était une très bonne intervention, et si on pouvait multiplier partout ce type d'initiatives, que ce soit les citoyens eux-mêmes qui interviennent, bien sûr, on peut signer la pétition, etc. C'est pas très bien, les gens eux-mêmes décident d'intervenir en tant que citoyens lambda auprès des autorités responsables des dégâts dans ce pays. Je pense que ça pourrait être une bonne initiative, par exemple. Ça part. La personne tout à l'heure sur la question. Sur la question du logement et de l'habitat en ville, c'est vrai que la situation qui nous est faite sur la ville, pour un certain nombre de nos concitoyens, pose un vrai problème. Ça pose un problème de solidarité, ça pose un problème aussi de la façon dont, sur la commune, la nouvelle municipalité a décidé de gérer la situation du logement. Alors, en partant d'une idée qui pourrait paraître séduisante, qui est de mettre en place ce qu'on appelle des parcours résidentiels, donc on a des choses, etc. Mais du coup, on ne sait pas ce qui se passe parce que moi j'estime qu'on nous fabriquait une opération un peu Majax, parce que c'est un peu c'est là, c'est pas là. Et puis on s'aperçoit que finalement, les opérations, vous savez, en rue de l'Agence nationale de rénovation urbaine, où on doit déconstruire pour reconstruire, finalement, on s'aperçoit que les exemples que nous avons sur la commune, par exemple, on s'aperçoit que tout le monde ne retrouvera pas sa place dans le Grand Sud. Donc ce n'est pas une politique qui est faite, à mon sens, par les Drancéens et pour les Drancéens. Je crois qu'il y a certaines communes qui ont elles-mêmes mis en place un outil local de service public du logement et de l'habitat. Mais là, compte tenu de la situation qui nous est faite, y compris dans tous les départements et donc au plan national, c'est un véritable plan Marshall qu'il faut pour faire face à tous les besoins que nous avons. Et autre chose, je voudrais aussi apporter mon appréciation sur une chose. Moi, je considère que les foyers ont vécu. Les foyers ont vécu. Il n'est pas digne dans notre vie que nous ayons des foyers. Il n'est pas possible de savoir que nous avons des concitoyens avec nous qui vivent dans ces conditions. Il faut trouver des
d'inventer le droit au logement opposable. Moi, je souhaiterais simplement qu'on mette en place le droit au Les logement. associations dont la mienne ne sont pas désolées pour le droit au logement opposable. Moi, tant mieux continuer de vous battre pour le droit au logement. Mais je vous donne mon point de vue. Mon point de vue, c'est le droit au logement. Mais comme c'est d'autres droits, d'ailleurs, alors, un avis sur les autres droits, sur la question que vous posez, madame, parce que moi, je suis d'accord avec c'est pas une question, sur la réflexion que vous posez, sur le fait de dire, au quotidien, moi je rencontre des gens, la façon dont ils s'expriment, finalement, on a le sentiment que leur réflexion est convertie tout droit vers un bulletin qui est celui de la, entre guillemets, de la non-réponse, ou de la piste en avant, en allant voter pour M. Le Pen, qui est un candidat officiel, au jour d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans cette situation. La société, les politiques publiques, les politiques menées ces dernières années par les décideurs nationaux, là je parle, les décideurs nationaux, d'ailleurs qui avaient tous les leviers du pouvoir, nous ont mis effectivement dans cette situation. Nous ont mis dans cette situation d'une certaine façon d'impasse. Donc une impasse. Et moi je pense que les leviers, puisqu'on disait comment on peut en sortir, il y a effectivement des leviers. Mais ça nécessiterait effectivement une orientation nouvelle au plan national, en disant, moi je crois que, notamment sur la question de l'appréhension qu'on a et sur la question des rapports qu'on a avec la jeunesse, parce que très souvent, les difficultés qui sont posées, moi je le vois y compris au plan professionnel, c'est souvent à cause des jeunes, mais il y a aussi une vraie réalité aussi qui est posée sur les difficultés qui sont vécues par la jeunesse. C'est vrai qu'on a un problème de fond sur la question de l'éducation. Le service public d'éducation national est mal mené actuellement. Il faut le savoir. On supprime des postes à tout va. On fait des professeurs qui avaient des spécialités, on veut en faire des généralistes. On veut tout leur faire faire. On fait en sorte aussi que l'école s'occupe non seulement, alors elle a déjà des difficultés pour s'occuper de ses propres missions, qui sont celles de transmettre des savoirs et de faire des citoyens. En même temps, on veut lui faire des missions qui sont de l'ordre de l'accompagnement social. On veut tout faire à l'école. Ceci étant, il y a un vrai problème de vision d'éducation, et en même temps, il faut réinvestir la question éducative. Il faut la réinvestir en direction des jeunes, il faut la réinvestir, me semble-t-il, en direction des parents. On a un gros travail en direction de la parentalité. Mais la question de la parentalité ne peut pas être déconnectée de ce que les gens vivent au plan social, de ce qui fait leur vécu quotidien, de ce qui fait qu'ils peuvent se mobiliser ou de ce qui fait qu'ils peuvent avoir conscience ou pas de la situation qu'ils vivent, en tout cas de ce qu'ils ont pris. Et moi je pense que là, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que lorsqu'on a des gens qui ne se lèvent pas le matin parce qu'ils n'ont plus l'espoir de pouvoir avoir un travail, et que les jeunes qui vivent dans le cercle familial à côté de leurs parents qui ne se lèvent pas le matin, ou pour certains que le seul réveil du matin, c'est le gamin parce qu'il est obligé en âge scolaire de se lever à 8h du matin parce qu'il faut lui aller à l'école, et que son père est en train de dormir parce que lui, de toute façon, il n'ira pas chercher le boulot, parce qu'on ne lui en proposera pas, ou parce que ça fait des années qu'il est au chômage et que c'est compliqué pour lui. Alors effectivement, là on se dit que là il y a vraiment quelque chose à faire. Forcément, ça fait vite. Si je n'étais pas là, je ne sais pas comment je serais un peu. Donc oui, investir le social, la question de l'emploi, la question de l'éducation, elle est fondamentale, la question du logement. Ça me semblait que moi, les trois critiques sur lesquelles on peut. Alors, il y a d'autres. Et tout ça basé non pas sur le concept de l'égalité des chances, auquel je ne crois pas du tout, mais sur le concept de l'égalité des droits. Et là, effectivement, ça nécessite qu'on reste à part la question des droits et qu'on fasse en sorte que les droits, et il en existe déjà, qu'on fasse en sorte que ces droits-là deviennent effectivement des dimensions qui soient effectivement vécues par nos concitoyens et puis que ce soit que chacun puisse effectivement accéder à ce droit. On peut avoir aussi des télé, etc. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est que je trouve qu'il y a, ça, pour les gens en général, une diminution du champ de vision et du champ de pensée. Alors moi, je pense que la société de stigmatisation telle qu'on la connaît, elle entretient forcément les discriminations. Quand on allume la télé, l'image de la femme sexy ou rien du tout, l'image de la réussite star ou rien du tout,
l'image de l'étranger, on n'en parle pas, et de l'étranger musulman, encore moins. Donc voilà. En plus, la télé, c'est pas un élément négligeable, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de refus sur soi, de la précarité, un quotidien difficile à gérer. Ça engage au refus, donc forcément ça empêche une certaine ouverture sur l'autre parce qu'on est dans une situation d'urgence. Il faut qu'on verse son quotidien, il faut qu'on verse sa famille. On n'a pas toujours l'occasion de jeter un œil sur son voisin et d'essayer de comprendre qui il est. Voilà, donc le formatage des esprits, c'est ce qui est le plus à craindre, et c'est ce qu'à mon avis la télé nous offre en grande partie aujourd'hui. La télé elle crée des peurs et puis elle crée les ennemis qui vont avec. Et j'ai l'impression quand même qu'on est dans un système, on essaie de diviser pour mieux régner en fait. Et donc on entretient ces discriminations et l'idée que bon, si ça va bien chez moi, je ne vais pas connaître les autres. C'est des initiatives comme celle d'Association aussi, nutritionniste dans un autre domaine aussi. Mais à côté de ça, moi je voudrais quand même dire un mot sur la culture, parce que je trouve que c'est quelque chose de primordial, c'est vraiment une fenêtre sur le monde et c'est vraiment une fenêtre sur nous. Donc la culture, on est en train de la tuer, évidemment, avec toutes les attaques qui sont faites contre les intermittents, contre l'image de l'artiste, donc grosso modo se reflète, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le système de l'intermittence ne prend pas en compte le travail des gens différents se fédérer dans une réflexion sur l'autre et sur le monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que grosso modo, la marchandisation de la culture, c'est que on ne produit rien pour avoir de l'argent, mais on ne produit rien. Alors finalement, on produit pas mal de choses, et sur le plan de l'engagement, on produit aussi. Sur cette question-là, par rapport à Le Pen, si on ne décortique pas les raisons profondes et la nature profonde de ce qu'est le Front National comme extrême droite et son rôle dans la société. C'est-à-dire que, parce que ces questions-là, on les rencontre tous les jours. Nous, chaque fois qu'on va quelque part, on rencontre des gens, évidemment, et en même temps, ils sont dans le même questionnement que disait Jacqueline, mais en même temps, c'est sur chaque, en les aidant à parler et à approfondir pourquoi ils vont avoir à un moment donné un tel positionnement, on ne peut pas en rester, enfin moi il me semble, en tout cas je le ressens profondément, on ne peut pas en rester seulement à la question du racisme pour aller vite par rapport à Le Pen et au Front National et à ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment une extrême droite. Et une extrême droite, ça veut dire une droite extrême, et ça veut dire quelque chose par rapport à la survie du capitalisme. Vraiment, je crois qu'il joue un rôle, et d'ailleurs il y a une chose que Marine Le Pen déteste absolument, c'est qu'on ne leur disait pas Front National, moi je refuse de leur donner, parce que ça avait un autre sens pour moi, Front National, c'est une autre chose à l'histoire, mais elle ne supporte pas qu'on dise qu'ils sont un parti d'extrême droite. Parce qu'effectivement, c'est la réalité profonde. Donc, la plupart des gens qui... donc, quand la seule question qui vient, celle des immigrés, quand on la réinscrit dans la discussion, c'est-à-dire en essayant petit à petit d'aider les gens en les questionnant sur qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, comment ils expriment, qu'est-ce que c'est pour eux, et quand on dit, ben voilà, pourquoi, comme je disais tout à l'heure, pourquoi les patrons qui ont fait venir les travailleurs immigrés sans papier, c'est pourquoi ils les ont fait venir, pourquoi c'est eux qui les font venir, que petit à petit, et que ces gens-là ne prennent pas leur travail, ils prennent le travail que donnent ces patrons-là à ces ouvriers-là spécifiques, c'est-à-dire à ces sans-papiers qu'ils ont fait venir, qu'il ne faut surtout pas pour eux régulariser, parce qu'en plus ils leur coûteraient des charges, etc. Mais petit à petit, en intégrant ce dialogue sur cette question fondamentale des raisons de l'existence de ce courant d'extrême droite, sous quelque forme qu'il soit, parce que ce soit des idées ou peu importe, c'est-à-dire ce courant d'idées dans la société, en décryptant la raison d'être et la fonction de notre société, je pense qu'on repose un débat plus profond, c'est-à-dire un vrai débat politique au sens noble du terme,
et y compris donc le débat du changement de société, parce que sinon je pense que tant qu'on reste dans la question morale, entre guillemets, il y a beaucoup de... Les gens très souvent se sentent insultés ou culpabilisés, donc le débat va pas très très loin, vous voyez. Mais vraiment, c'est dans cette espèce de détricotage, y compris avec le programme social de Le Pen, hein, pour que, en disant et votre retraite où, etc., etc. Mais même à partir de la question même des immigrés dans ce pays. Histoire, historique, sociale, etc. Bon. De resserrer nos rangs et de trouver nos forces. Ouais, en tout cas, j'ai entendu une chose importante, et c'est bien parce que c'est Magali et c'est la voix de la jeunesse. Alors, ouf, ça va beaucoup mieux. Elle a parlé d'une marchandisation de la culture, et en fait, c'est une des pistes. C'est tout simplement, il faut peut-être clairement dire que toutes ces questions, elles tournent autour de la même question, c'est il faut rompre avec le mode de production capitaliste. C'est ça qu'il faut casser. Il faut enfin parler d'autres répartitions des richesses, d'un autre mode de production, d'une autre société, mais quand on dit un changement de société, être clair, dire quelle société on veut. Une société qui soit en dehors du capitalisme, on dit le libéralisme, ça ne suffit pas, c'est le capitalisme qu'il faut casser définitivement. C'est lui qui est la source de tous les maux que nous vivons, aussi bien sur le logement, sur le racisme, sur toutes les ségrégations. C'est le capitalisme parce qu'il règle tout par les questions de l'enrichissement personnel des uns et des autres. Et l'enrichissement personnel, c'est l'individualisme, c'est tout ce qui va à l'inverse d'une réflexion collective. Et la réflexion collective, c'est pas péjoratif. Ça peut être très enrichissant, la réflexion collective. Mais bon, voilà, c'est... Par rapport à la question de l'hôtel, dans la situation dans laquelle on est là, c'est que les personnes à la situation de l'UNIDE, et ce qui s'est passé depuis 2002, c'est qu'il y a eu ce qu'on a sorti, l'utilisation de l'UNIDE. Et quand on regarde la façon dont la population française a réagi par rapport à la population étrangère, parce que moi, il ne faisait pas l'anglais. Il y a de plus en plus de Français qui sont ce qu'on appelle la universalité. Et nos parents sont des gens de la période récente, avec des affaires comme Révécaire, comme Caricature, comme tout est n'importe quoi. On stigmatise l'eau sans valeur. Je ne sais pas si c'est n'importe quoi. Il y a une direction des loisirs qui peut être totale. Avec un étage de plus, c'est la seule chose pour laquelle je suis désolée, c'est que visiblement les Français acceptent de plus en plus les comme ils acceptent de plus en plus d'ailleurs leur loi de l'étranger, parenthèse, une petite affaire comme une fois d'enfant, et des choses civiles. Et c'est un peu là-dessus que je voulais terminer. Moi, je suis. Il me semble que le droit de l'homme depuis. Beaucoup d'années. En gros, 25 ans, je crois. Et je trouve que je suis moins définie sur ce combat-là que j'ai trouvé il y a quelques années. Parce que je pense qu'il y a des choses qui bougent en même temps dans la société. Je pense que les héréditaires, on n'a pas fait le système, mais les héréditaires, c'est un bel exemple. Il peut y avoir des mobilisations citoyennes sur un certain nombre de choses. Je pense que nous avons de la société en Sonne-Terre, on vit aussi un certain nombre de combats qui ne sont pas terminés sur la plateforme innovation. Il y a effectivement tout ça sur l'OTP, donc on voit que l'OEP, une fois que l'autre correctement, il y a toute une série de combats qui n'existent plus et qui réellement. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Parce que j'ai entendu plusieurs messages sur lesquels on se sur soi, on se sent tout seul. Et je pense qu'il y a des choses compliquées. Après, on se sent un petit peu loin de convaincre de cette réunion, mais
restrictionner un de la sécurité, il ne faut jamais laisser les bras. Jamais laisser les bras. Et s'appuyer sur les choses politiques pour montrer que ça peut en être fait. Et sans arrêt, dans des cas contrer les messages qu'on a en France, on a l'impression qu'on est le pays du monde qui est le plus envahi par les immigrés, alors qu'on est un des pays d'Europe dans lequel il y a le moins d'immigrés. C'est que les Français se martèlent ça dans la tête. On a 5% d'immigrés en France. Il y en a 10, 15, 20% en Allemagne. Donc il faut arrêter, 20-25% en Suisse, mais bon, la Suisse a des immigrés qui sont un peu particuliers. Donc c'est pas le moment de baisser les bras, mais c'est plus la question de lutte contre les discriminations quand on trouve dans ce département où on est un peu une terre de référence, et qui est estimé sans aucun étalage de la peine de 93, donc je crois au national de la peine de 93, que c'est un département qui est riche de cette vie. Qui a l'air de